Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau Talent Public, l'émission du management et de la gestion des ressources humaines. Un talent public exceptionnel enregistré ici dans la grande chambre de la Cour des comptes, un lieu magnifique et exigeant dans le cadre des rencontres des acteurs publics 2017. Le fil rouge de nos échanges, c'est la performance publique, la performance de nos administrations à l'heure d'une forte contrainte budgétaire. La gestion des ressources humaines ne peut pas, ne doit pas rester à l'écart de cette recherche d'efficacité. Alors fini le temps d'une gestion des ressources humaines de masse, uniforme, n'offrant que des trajectoires rectilignes à des agents aux perspectives limitées. Voici venu le temps d'une gestion individualisée, le temps des mobilités, le temps des parcours RH transverses et variés, le temps des managers responsabilisés et accompagnés. Car l'efficacité de l'action publique, c'est aussi, c'est surtout le fait de placer la bonne personne, le meilleur profil sur chaque poste. Le constat, bien sûr, est facile. Les solutions sont-elles beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre? Nous allons en esquisser quelques-unes, le temps d'un échange très managérial avec nos 4 invités, 4 experts de la gestion des ressources humaines. Sophie Thibault, bonjour. Sophie Thibault. Vous êtes conseillère maître à la Cour des comptes, vous avez le micro, préfète, ancienne directrice de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'Intérieur. À vos côtés, Thierry Le Goff, bonjour. Vous êtes directeur de la DGFP, la très stratégique Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Michel Kéry, bonjour. Vous avez le micro également. Ancienne préfète de la Nièvre, ancienne directrice des ressources et des compétences de la police nationale. Vous êtes présidente des jurys des concours d'entrée de l'ENA. À vos côtés, Michel Derdevet, secrétaire général et membre du directoire d'Enedis, anciennement ERDF. Vous êtes notamment l'auteur de ce livre Énergie pour des réseaux électriques solidaires aux éditions Descartes et compagnie. Merci à tous les 4 d'être là. Je me tourne vers vous, Sophie Thibault, pour évoquer ce rapport, cet audit sur les finances publiques de la Cour des comptes. Dans ce rapport, la Cour des comptes souligne que plusieurs leviers peuvent être activés pour maîtriser la masse salariale des administrations publiques. Il y a des solutions techniques, par exemple l'augmentation de la durée du temps de travail, le fait de revoir le déroulement de carrière. Mais est-ce qu'il y a aussi des solutions plus managériales pour rendre la gestion RH plus performante ? Oui, effectivement, il y a forcément des solutions managériales, ou en tout cas, il faut absolument rendre la gestion RH plus performante. Je m'explique. Dès lors que, comme l'indique l'audit de la Cour des comptes, nous sommes dans l'idée de réduire le nombre de fonctionnaires, ou en tout cas d'avoir une gestion plus économe, on va dire, du volant des effectifs de la fonction publique, il est d'autant plus indispensable que ce volet quantitatif, si je puis dire, qui vise, comme vous le rappeliez, à réduire la masse salariale, s'accompagne d'un volet qualitatif, puisque justement, on ne peut plus se permettre d'avoir des effectifs pas très utiles ou qui ne correspondent pas aux besoins et aux missions qui doivent être remplies. Donc le volet performance, alors appelons-le performance, mais en tout cas le volet qualitatif de la gestion RH devient d'autant plus impératif quand on est dans un environnement de contraintes budgétaires. Thierry Le Goff, on parlera de la nouvelle gestion des ressources humaines développée au sein de l'État, mais d'abord, première question, est-ce que la recherche d'efficacité, la recherche de performance, la recherche de productivité aussi guide votre action à la tête de la DGFP ? Oui, je pense que le mouvement, si vous voulez, il n'est pas totalement nouveau. D'abord, il est amplifié, comme vient de le dire Sophie Thibault. Donc je pense que le contexte nous amène bien évidemment aujourd'hui à mesurer sans doute plus précisément les choses, à trouver finalement, parce que c'est ça l'enjeu qui nous est demandé, à trouver les ressorts, les leviers qui permettront de faire que les agents publics, dans leur diversité, soient les plus impliqués possibles. La performance finalement publique, elle est d'abord effectivement la capacité que nous avons collectivement à faire que les agents soient effectivement au meilleur endroit, les mieux formés, les plus compétents et les plus impliqués possibles. Je pense que ce phénomène-là est un phénomène très important. C'est tout le rôle, effectivement, je crois, à la fois des directions des ressources humaines, mais au-delà des directions des ressources humaines, des organisations publiques, des managers publics. Et c'est cette dimension-là qui, pour nous, effectivement, est importante. C'est aussi, mais on pourrait y revenir, un peu le fil conducteur, bien évidemment, de la transformation que nous conduisons sur la DGFP, mais au-delà de la DGFP, sur l'ensemble, je pense, des fonctions RH dans chaque administration. On va en parler. Michel Kéry, vous êtes une manageuse publique, ancienne DRH de la police nationale, ancienne DRH du ministère de la Santé et du Travail. Une gestion des ressources humaines efficace, c'est quoi? Quelles sont les clés?
Alors moi je serais fort Marie que derrière ce terme performance RH, on en déduise uniquement cette notion de productivité et d'économie. Ça va bien au-delà, la performance RH, et je crois qu'on raterait le coche à réduire la performance uniquement à une idée de productivité. Moi, si je devais résumer les 3 manières d'atteindre la performance RH, je dirais qu'elle commence par reconnaître le fil rouge, c'est reconnaître les compétences, les métiers, avoir réhabilité une vraie culture des métiers. Les agents ne choisissent pas sur les 380 corps de la fonction publique, ils choisissent d'être inspecteurs jeunesse et sport, inspecteurs de l'action sanitaire et sociale attachés. Ils ne sont pas interchangeables. Et donc la performance RH, elle commence par respecter ce qu'est cette culture professionnelle des agents. De là, de ce respect qui doit être le fil rouge de la performance RH, doit découler aussi un dialogue social qui a un petit peu plus de grain à moudre que ce qu'il a actuellement. Donc pour moi, le premier enjeu, c'est le respect des agents. Il faut commencer par là. Le deuxième enjeu, c'est continuer à professionnaliser la gestion RH, en faire une fonction clé et stratégique. Et le troisième enjeu, c'est enfin, et là, nous avons des marges de progrès importantes, évaluer. L'évaluation, bien sûr. Et on ne sait pas évaluer la performance RH. Nous sommes réunis pour en parler. Pourquoi on ne sait pas l'évaluer? Parce que évaluer la performance RH supposerait qu'on soit en mesure de fixer des objectifs clairs, y compris en y associant les agents. Et ça, on ne sait pas encore le faire. Michel Derdevet, évaluer la culture RH, est-ce que c'est plus facile peut-être dans le secteur privé? Est-ce que les enjeux de gestion RH privé-public se rejoignent aujourd'hui selon vous? J'aurais envie plutôt de rebondir sur ce que Michel Curie vient d'évoquer. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de ne pas voir le sujet performance uniquement sous l'angle fermé, interne, comme une logique de management qui devrait être de plus en plus performant, productif. On voit bien que le sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les salariés, qu'ils soient dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques ou dans les entreprises privées, aient une dose d'épanouissement, de bien-être dans le travail qui va les amener à se réaliser eux-mêmes et dans leur environnement à générer quelque chose qui renvoie du positif. Et deuxièmement, le point qui est important, je crois que vous avez une table ronde dans la foulée, mais à souligner, c'est qu'aujourd'hui, ce bien-être dans l'entreprise passe par une ouverture vers l'extérieur, la prise en compte de la transformation digitale et numérique qui est extrêmement rapide et qui est un vrai bouleversement dans tous les écosystèmes. Aujourd'hui, le salarié d'une grande direction, une grande administration, le salarié d'une entreprise publique, il est tous les jours percuté par les informations qui lui arrivent sur son smartphone, sur les espaces digitaux. Et si on ne s'adapte pas à cette transformation très vite, on va être en recul. Par exemple, Enedis, entreprise qui a 38 000 salariés aujourd'hui, a mis en place depuis 3 ans un programme numérique qui n'est pas uniquement une écoute de l'écosystème et de la respiration avec nos clients, mais qui est aussi en interne un profond changement des méthodes managériales. La formation, 8% des dépenses d'Enedis vont à la formation, c'est considérable. L'objectif légal est 1,6, ça passe aujourd'hui par du numérique, du digital. Et donc, cette rapidité de transformation, je crois, est très importante. Une gestion RH plus réactive, ça veut dire, à vous écouter tous les quatre, que ces enjeux RH prennent clairement aujourd'hui de l'importance dans les organisations publiques et privées, que la fonction RH doit être professionnalisée, que les RH doivent être associés à toutes les décisions stratégiques. Et donc, Thierry Le Goff, que la DRH de l'État, que vous représentez, doit travailler en étroite collaboration avec, par exemple, la direction du budget à Bercy. Il y a une relation plus proche depuis 2 ans, depuis que la nouvelle gestion RH s'est instaurée? Alors c'est un des liens, c'est pas le seul, c'est un des liens. Il est fort, en réalité il est très fort puisque les administrations le savent. On a même une jolie expression qui parle d'un guichet unique. Je ne sais pas si elle est toujours vue comme très positive, mais d'un lien effectivement étroit entre la direction du budget et la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Et puis nous avons désormais le même ministre, donc le lien a été aussi institutionnalisé. Donc ça c'est déjà une réalité. C'est une réalité sur un pan des politiques de ressources humaines, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des questions de rémunération, de déroulement de carrière et voilà, d'avancement catégoriel au sens très large. Ce n'est pas l'ensemble, bien évidemment, quand même, du champ d'intervention des politiques de ressources humaines. Non pas que la direction du budget ne s'y intéresse pas aux autres, mais on a dans cette...
on vient de l'intervenir tous les trois, je crois, enfin tous les quatre, on l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien effectivement de déplacer peut-être un peu certains curseurs, de montrer que ces questions de carrière, de rémunération, etc., sont un socle voilà, qui doit continuer à vivre, mais que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est bien effectivement de montrer que la performance RH, elle passe par tout ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire des notions de compétences, de mobilité, d'agilité, je le répète, d'implication, donc de motivation des agents, de trouver ce que sont ces leviers de motivation. Et ça passe pas uniquement par une reconnaissance pécuniaire, même si elle n'est pas... voilà. Bon, et puis on voit bien que dans le contexte actuel, de toute façon, ces leviers-là seront... Voilà. Il y a d'autres leviers, et au-delà même de la question de la contrainte budgétaire qui est forte, les agents publics attendent aussi, et l'employeur public attend aussi, et je crois qu'il y a besoin effectivement que cette politique de ressources humaines, elle s'intéresse aux collectifs de travail, aux conditions de travail, voilà, à ces questions-là. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire, et dans ce lien-là, le lien avec l'ensemble de la communauté voilà, RH, ministérielle, interministérielle, est essentiel. Mais, je le redis, ne concerne pas que la fonction RH. Oui. C'est bien l'ensemble des managers publics et des organisations publiques qui doivent prendre conscience que cette fonction RH stratégique, elle doit être associée. C'est vrai dans les esprits, c'est pas encore tout à fait vrai dans les faits. Hein, il faut un petit temps suffisamment de mon point de vue. Il faut insister là-dessus. Sophie Thibault, juste, donc, la RH n'est plus un enjeu technique, c'est un enjeu stratégique, hautement stratégique, ce que dit Thierry Lecoff. Juste associer RH et enjeux budgétaires ensemble, avoir une vision globale sur du moyen terme, est-ce que c'est pertinent ? Alors, moi, j'aimerais réagir à certains propos qui ont été tenus. Donc, je suis évidemment tout à fait d'accord avec Michel Quéry et je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté dans les propos que j'ai pu tenir. La performance, ce n'est pas la productivité. On n'est pas du tout dans cette logique-là. La performance, c'est comme je l'ai dit et comme le rappelait Michel, c'est du qualitatif. Donc, évidemment, il faut remplir une mission. Évidemment, on travaille pour... un service fait, comme on dit en comptabilité, mais néanmoins, la logique n'est pas celle d'augmenter une productivité. C'est vraiment faire du qualitatif, ça doit pas être la première bonnes approche. Personnes aux bons endroits. Alors les bonnes personnes aux bons endroits, je crois, et là je réagirai volontiers par rapport à l'expérience de privé qui nous a été rappelée, c'est arriver à mettre les bonnes personnes rapidement aux bons endroits. Parce que vous l'avez rappelé, monsieur, la société évolue très vite, les éléments de contexte sont rapides. Nous, on a, et je parle sous le contrôle du directeur général, un léger handicap dans l'administration qui est le statut, qui fait qu'on ne peut pas forcément, enfin ça peut être, c'est un avantage, c'est protecteur, là encore pas de méprise sur mes propos, mais néanmoins pour une réactivité forte, pour faire face à de nouveaux défis, la question statutaire peut parfois être un peu une question qui ralentit le processus et la réflexion sur ces sujets-là est très importante. Le statut, un frein aux réformes, si je résume un peu de façon orientée, on va dire, Michel Quéry. Alors peut-être moi, à rebours des idées qu'on entend ici et là reçues, moi je pense, après 10 ans de gestion RH, que le statut est un formidable élément de performance, pour autant qu'on l'utilise totalement. Dans toutes ses potentialités. Il y a dans le statut des éléments qui, s'ils s'accompagnent d'honnêteté, de courage managérial, permettent de faire du statut un formidable levier. Je prends beaucoup d'exemples. Tout est. Alors, j'ajoute au statut que quand même peu de managers connaissent. Je prenais l'exemple. Je prends mon voisin de droite à témoin. Un chef de PME, en général, il connaît parfaitement la convention collective à laquelle émargent les salariés qui sont sous sa responsabilité. Je ne suis pas tout à fait certaine que les directeurs métiers de la fonction publique de l'État aient le viatique minimum et connaissent quand même un petit peu ce qui est au fond la convention collective des fonctionnaires, la loi droits et obligations, le statut, et puis les statuts particuliers et les missions de leurs agents. Et donc moi je pense que le statut, nous n'aurions fait aucune réforme réate, notamment la réorganisation de l'administration territoriale, si nous n'avions pas un statut qui rend les agents propriétaires de leur grade et pas de leur emploi. Dans le privé, ça s'appelle une modification du contrat de travail. Le patron va au prud'homme et il perd. Et donc il est temps, me semble-t-il, de réhabiliter l'extraordinaire plasticité du statut, qui n'est pas que défenseur pour les agents, mais qui suppose du courage managérial et
de l'engagement managérial pour le faire vivre, notamment dans son aspect parcours de carrière. Mais ça, c'est dans les textes, dans les principes. Ah non, on a non. vu qu'il y a un statut général et qu'il y a un certain nombre de statuts particuliers. 380 sous le contrôle de Thierry, peut-être un peu moins maintenant. Monsieur Le Goff, tout ça a quand même un petit peu complexifié les choses et a rendu la gestion RH moins réactive, moins dynamique et donc moins performante peut-être. Peut-être juste sur ce point-là, et pour le prolonger, on met parfois sous l'appellation statut beaucoup de choses différentes. Si on prend l'exemple qu'évoquait Sophie Thibault, la question du recrutement. Aujourd'hui, effectivement, un des impératifs pour la fonction publique, c'est d'avoir effectivement une réactivité, parce qu'on le voit bien, les contraintes sont plus immédiates, plus fortes, etc., sur la ressource humaine. Bon, la tension quand même des politiques RH, elle est toujours double, c'est satisfaire finalement les employeurs, et c'est logique, et répondre effectivement à ces attentes, parfois assez court-termistes, et on le comprend, et en même temps assurer une forme de temps plus long, effectivement, sur les agents, sur leur carrière, sur leur déroulement, et puis sur le maintien de leurs compétences. Donc on est toujours, de toute façon, je crois aussi en secteur privé, entre cette tension de la réactivité qu'on doit avoir, et qu'on n'a pas toujours suffisamment, et en même temps, la préservation, un peu, en quelque sorte, de la ressource, puisqu'après tout, on peut parler là, en la matière de ressources. Sur la question du recrutement, on a des tas de formules, en réalité, très variables, contrairement à ce qu'on pense, et c'est pas une affaire statutaire en sens strict, entre les ministères. On peut imaginer des concours très lourds et très compliqués à organiser, on peut imaginer des formes très régionalisées, on peut imaginer du recrutement sur contrat, on peut recruter des recrutements sans contrat dans la fonction publique, on peut... Voilà. Donc, à nous, et effectivement, souvent le statut le permet, on n'a pas toujours ni le courage ni la possibilité de peut-être l'utiliser, de trouver les moyens pour répondre effectivement aujourd'hui à une demande. Et donc on voit bien, par exemple, typiquement sur des zones peu attractives, aujourd'hui la demande par exemple de certains employeurs publics, c'est bien de dire donnez-moi la possibilité d'abord de recruter des gens là où ils ne veulent pas aller. Au passage, le statut permet un peu de le faire parce qu'on peut les envoyer parfois où ils ne souhaitent pas aller quand même, mais aussi de les maintenir et de leur permettre de rester. Parce qu'on a aussi bien évidemment une question d'attractivité des territoires, de certains, et de fiabilité, enfin de maintenir les gens. Donc trouvons les leviers. Voilà. Après, on peut imaginer aussi des formules un peu différentes. On parle aujourd'hui effectivement d'une place du contrat peut-être plus importante, etc. Tout ça, ça se regarde, ça existe déjà pour partie, et c'est pas tabou. Donc ça peut effectivement voilà, aussi. Sont peut-être des dispositifs qui ne sont pas suffisamment utilisés. Donc c'est une des pistes, une des clés qu'on retient ce matin. Comment améliorer la performance RH avec du courage managérial. Michel Dordevet, juste un mot, une réaction. Est-ce que la gestion RH est plus facile dans le secteur privé? Vous avez évoqué les grandes mutations que vous affrontez. Manifestement, vous avez un management réactif. Est-ce que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas le statut? Ma question est un peu provocante. D'abord, un point d'information, c'est que les salariés, les 38 000 salariés d'Enedis sont dans le statut, sous-statut très majoritairement des industries électriques gazières, l'un des 380 statuts particuliers qu'évoquait tout à l'heure notre ami. Et donc, on est dans cette histoire qui démarre en avril 1946 avec la loi de nationalisation et qui n'empêche pas pour autant, statut ne veut pas dire immobilisme. Statut n'est pas quelque chose qui est figé. La meilleure preuve, c'est qu'en mars 2017, quand il y a des tempêtes, il y a des salariés qui se déplacent le week-end, qui se mobilisent, qui, sur leur temps de travail, n'hésitent pas à sacrifier des congés, parce qu'il y a, en Bretagne et ailleurs, des problèmes sur le réseau. Et donc, cette dynamique de l'adaptation, il ne faut pas la corréler systématiquement à la forme de statut ou pas. Je pense qu'elle est liée aussi, parfois, à d'autres éléments qui s'appellent au sens noble le management. Et si le management est capable d'éclairer les perspectives, de fixer les priorités, aujourd'hui on a 140 salariés d'Enedis qui sont des relais de la transformation digitale sur le terrain, ils sont rentrés de manière volontaire. On ne leur a pas imposé aux uns aux autres, ils ont souhaité accompagner les évolutions lourdes de l'entreprise en la matière. Vraiment, voilà, il faut surtout ne pas rentrer dans des caricatures. Il y a des éléments de mobilité, d'évolution qu'on sous-estime souvent et qui peuvent amener à rendre optimiste quant à l'avenir de notre pays. Il faut rester optimiste. Vous évoquez ces enjeux collectifs. Il y a aussi des enjeux, bien sûr, qui se marient avec des enjeux de gestion individuelle, de reconnaissance du mérite. Cette valorisation du mérite, notamment financière, est compliquée à mettre en œuvre parfois. La gestion, la rémunération mérite, c'est possible. On doit aller plus avant. Sophie Thibault. Alors, je pense qu'effectivement, l'introduction d'une partie de rémunération au mérite est un signal important pour rappeler aux fonctionnaires qu'en effet, ils sont dans une démarche qualitative et qu'il faut qu'on reconnaisse la qualité de leur travail. Néanmoins, les parts de salaire au mérite dans la fonction publique sont quand même assez limitées. Alors là, je n'ai pas forcément d'éléments de comparaison très précis avec le privé, mais
en proportion, c'est assez limité. Donc je crois quand même que la reconnaissance du mérite, elle passe aussi par ce management dont parlait Michel Quéry. C'est-à-dire, c'est quand même le sentiment d'appartenance à une équipe, du sens de l'action qu'on mène, de la fierté de ce qu'on fait au service de l'État, qui est aussi une forme de rémunération non financière, mais du mérite. Parce que je crois que dans la fonction publique, on ne pourra jamais rivaliser avec les bonus voilà, des banques d'affaires. Et donc la rémunération financièrement au mérite, elle est importante, je le répète, c'est important qu'on ait marqué symboliquement le fait que ça pas aller trop loin. Mais je pense que le ressort de la fierté et de la récompense du mérite dans l'administration est aussi lié au sens de l'action, et ça, c'est le rôle du manager de le donner. Vous êtes d'accord, Michel Quéry? Je suis absolument... Peut-être le fait que Sophie et moi ayons été préfètes, et donc je vais vous donner juste une petite anecdote que j'ai vécue dans la préfecture. Il n'est pas anodin qu'on parle de rémunération à la performance. Arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. L'enjeu de la rémunération à la performance, c'est pas pour les agents. Encore une fois, c'est une question de courage managérial. Qui et comment, avec quel dialogue collectif, fixe des objectifs et évalue l'atteinte de ces objectifs. Si on sait faire ça, les agents sont intelligents, ils accepteront cette part de rémunération à la performance. La réalité, c'est que turnover des managers aidants, difficulté à formuler des objectifs, cette histoire se solde souvent par une boîte noire qui crée beaucoup d'amertume chez les agents. Je vous narre cette petite anecdote. Moi, je crois que la rémunération à la performance, elle peut parfaitement se justifier pour des directeurs d'administration centrale, des A+, mais qu'il faut y réfléchir avant d'en parler aussi pour des agents de catégorie C. Là intervient mon anecdote. À la préfecture de la Nièvre, l'année où la rémunération à la performance a été mise en œuvre, un agent et un seul du service des cartes grises a eu, et Sophie le dit fort justement, 80 € de plus. Pour un agent à qui on donne 80 € de plus sur des critères qui ne sont pas clairs et sur un processus opaque, on a découragé tout le service. Et les agents de ce service, cet agent qui a eu ces 80 € a décidé de le répartir et de le partager avec tous ses collègues. Il me semble que parfois les agents sont plus intelligents que la machine administrative. Et donc, je rejoins Sophie pour dire... Finalement, c'est assez anecdotique. Pour un qu'on va distinguer au terme d'un processus opaque, combien on en décourage. Je crois que dire les valeurs du service public, fonder des objectifs sur des notions de fierté collective, etc., ça marche infiniment mieux. Et je note enfin, et vous me le confirmiez, que souvent, dans la fonction publique, on copie un peu ce que fait le privé avec un temps de retard, à un moment où le privé lui-même a réévalué ceci. Et je ne crois pas aujourd'hui que dans le privé, la rémunération à la performance soit l'alpha et l'oméga de la motivation des agents. Donc, une petite dose, plutôt pour les A et les A+, mais à condition qu'il y ait du courage managérial. Très bien cadré. Et voilà, Michel Derdevet, donc ça veut dire... Oui, un cadre clair. Par exemple, des entretiens individuels. Quels sont les outils qui fonctionnent quand on parle de gestion individuelle de la performance? J'ai beaucoup insisté effectivement depuis tout à l'heure sur le numérique et le digital, mais ça ne fait pas tout. Donc ça veut dire que dans une entreprise comme dans une administration, il y a une relation humaine qui passe par le respect, l'écoute, l'attention portée, qui n'est pas figée que dans 1 heure d'entretien par an. Ça doit être un processus permanent. Première idée, donc ça veut dire qu'il faut bien entendu réintroduire de l'humain dans la relation de travail, parce que sinon ça ne le fera pas. Le manager doit donner le sens et en même temps le porter avec beaucoup de présence personnelle. Et deuxièmement, il faut, et c'est pas tabou, que ça se fasse en lien étroit avec les organisations syndicales. On ne peut pas aller vers des transformations de l'ensemble de l'écosystème administratif ou des entreprises publiques ou privées sans donner des perspectives. Et donc ce cheminement, il doit être fait, bien entendu, c'est un sujet d'actualité, ça ne vous aura pas échappé, mais il doit être fait de manière permanente. Et si on accompagne toutes les transformations avec de la transparence et un dialogue avec des organisations représentatives du personnel, voilà, et avec un dialogue avec des salariés, on voit très bien qu'on a une mécanique qui se met en place, qui ne laisse pas la place aux fantasmes, aux peurs, aux angoisses, ce qui est souvent le problème structurel de la société française, mais qui met tout le système en dynamique. Thierry Le Goff, est-ce que ça faciliterait pas les choses si le cadre était clair? Là, il y a un nouveau dispositif qui s'est mis en place, le RIFSEP.
donc le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, on a l'impression que sur les dispositifs de rémunération au mérite, c'est pas très clair, c'est pas... Je crois qu'on a dit ensemble l'essentiel sur ce dispositif. On a introduit effectivement dans ce régime indemnitaire qui ne concerne pas tous les agents publics, tous les fonctionnaires, mais quand même une grande partie d'entre eux, sauf ceux qui ont des dispositifs très spécifiques. Bon, les enseignants, par exemple, ne sont pas concernés, mais beaucoup le sont quand ils ont des fonctions. Et on a essayé finalement de faire l'exercice entre la part qui est liée à la fonction, au poste occupé, finalement au métier, on y rejoignait, enfin on l'évoquait tout à l'heure, et puis la part qui est quand même beaucoup plus liée directement à l'agent et qui peut aller jusqu'à une forme de reconnaissance effectivement individuelle. Ensuite, on est dans des univers où on parle de plusieurs centaines de milliers d'agents, voire millions d'agents, et donc la diversité pour le coup ministériel fait que sans doute la mise en œuvre du dispositif, d'abord, elle ne part pas de rien, on ne part pas d'une copie blanche. Donc on avait un autre dispositif avant et d'autres pratiques. Le RICEP vient à un moment donné s'installer dans ce dispositif-là. Il a comme intérêt quand même d'avoir, je pense, assez clarifié un certain nombre de choses, donner quelques éléments aussi de comparaison, après tout une forme de transparence, on l'évoquait, d'éléments de comparaison, c'est un élément aussi important de la rémunération, parce qu'effectivement je pense que les agents sont aussi soucieux d'équité, de visibilité, donc ça c'est un des points forts. Et ensuite il y a des pratiques qui peuvent être assez différentes parce que les histoires sont différentes. Mais on a créé cette possibilité aussi par ce bonus, ce CIA qu'on a mis en place dans le RICEP, de reconnaître aussi à un moment donné soit des engagements spécifiques, ponctuels. C'est pas que effectivement la manière de servir, c'est aussi des opérations, des charges supplémentaires, tout ça peut être reconnu. Donc on a là aussi une assez grande plasticité en réalité du dispositif et une mise en œuvre de gestion qui peut être assez variable. Mais je pense que c'est quand même un véritable progrès, y compris dans sa dimension un peu plus globale que l'ancien dispositif. D'accord. On arrive au terme de notre échange. Juste un dernier tour de table sur l'individualisation des parcours. Vous l'avez dit en creux, vous travaillez à la DGFP sur les enjeux de mobilité, travaillez dans une autre administration, travaillez dans un autre versant, travaillez pourquoi pas dans le secteur privé. Sophie Thibault, est-ce qu'un manager public, par exemple, qui est passé par le privé, est plus performant quand il revient dans les administrations? Est-ce que ces parcours-là sont enrichissants à la fois pour le manager, pour l'argent, mais aussi pour son administration? Alors moi, je crois beaucoup, alors que ce soit au niveau managérial ou pas, aux allers-retours entre différents ministères, au décloisonnement à l'intérieur même de l'administration d'État et aux allers-retours entre l'administration et le privé. Donc forcément, quand on est allé voir ailleurs, on revient enrichi soi-même et on apporte des nouveautés ou des idées à son administration d'origine. Donc ça, de toute façon, je crois que c'est valable en termes managériels, comme vous le disiez, mais en toute matière. Et franchement, je crois qu'on a intérêt à promouvoir ces parcours. Et donc, en ce qui concerne l'administration, à sortir des logiques purement ministérielles et de l'idée d'une carrière qu'on fera toute sa vie dans un seul ministère, parce que je crois, et Michel en est l'exemple, en allant ailleurs, on apprend des choses. Peut-être, puisque c'est le dernier moment où je peux parler pour reboucler avec votre propos introductif lié à l'audit et au travail de la Cour des comptes. Je voulais juste vous signaler que cet aspect GRH dans sa version qualitative est maintenant pris en compte par la Cour des comptes dans le cadre de ses contrôles. Et donc il y a un groupe de travail qui travaille avec des membres de CRC et des membres de la Cour des comptes pour mettre en place une méthodologie pour aller justement, dans le cadre des contrôles, regarder comment la stratégie RH, par-delà la question de la masse salariale et des effectifs, comment la stratégie RH est mise en œuvre avec les aspects formation, GPEC, évaluation, management. Et un énorme travail qui est piloté par ma collègue Corinne Soucia qui est en place. Et je crois que c'est une bonne chose et ça va dans le sens de cette table ronde et dans le sens de l'évolution nécessaire. Absolument, il faut intensifier ce travail. Michel Derdevet, juste pour revenir sur les questions de mobilité, on a quand même le sentiment qu'un manager du public qui passe vers le privé ne revient pas forcément. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Ne revient pas du privé vers le public ensuite? On a des contre-exemples, puisque par exemple sur le domaine de la direction numérique, transformation digitale de l'entreprise, on a fait 45-50 recrutements, et entre ceux qui sont arrivés il y a 3-4 ans, il y a déjà eu des départs parce qu'ils ont trouvé d'autres projets à mener ailleurs. Donc il faut être très très souple. On va rentrer dans des systèmes de plus en plus transversaux. Je crois qu'on ne l'a pas dit les uns et les autres à la fin de cette émission. On était dans des organisations extrêmement verticalisées où on rentrait dans la fonction publique ou dans l'entreprise publique, puis on faisait 25 ans, 30 ans de carrière. Il faut accepter le principe qu'aujourd'hui, il y aura des parcours plus courts, plus alternés, plus différenciés,
plus différenciée, et la richesse naîtra de tous ces échanges. Et donc ça veut dire que c'est pas du tout un drame de pas se dire qu'on finira pas dans 30 ans dans la même structure ou dans la même administration, dans la même entreprise. C'est mieux. D'accord. Thierry Le Goff, mot de la fin. Une des pistes aussi, alors, donc, c'est comment améliorer la performance RH, c'est aussi jouer sur ces enjeux de mobilité, ce qui vient d'être dit. Clairement, oui. Donc, je pense qu'on pourrait donner beaucoup d'exemples tous. D'abord, voilà, je pense que c'est un axe fort de notre action, à la fois mobilité interministérielle, interfonction publique, donc d'arriver à construire ces parcours. On a levé, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup d'obstacles, là encore statutaires, rapprochement, effectivement, des corps, des règles. Voilà. Donc tout ça est aujourd'hui assez réglé. On vient de prendre, il n'y a pas si longtemps, une ordonnance sur la mobilité qui montre bien, effectivement, l'enjeu et l'importance qu'on y accorde. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien évidemment maintenant, on en revient toujours un peu à la même chose, de construire les parcours et de lever les blocages qui sont plus, je ne répète, des blocages énormément statutaires, mais qui sont plutôt des comportements, des pratiques, des métiers, des emplois, des éléments de rémunération. Donc d'arriver, effectivement, aussi à inciter, a aussi un peu accompagné les agents, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans un discours un peu irénique sur la mobilité. Elle est aussi une prise de risque, elle est aussi une difficulté. Donc c'est la responsabilité de l'employeur. C'est bien de faire en sorte aussi qu'il y ait des conseillers carrière, qu'il y ait des gens qui suivent les personnes, que quand on part, eh bien, quand on revient, on ne vous a pas totalement oublié dans votre administration d'origine, etc. etc. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Et sur la dimension lien avec le secteur privé, vous savez que ça fait partie des travaux que nous essayons de conduire, là encore, avec les ministères, avec la NDRH, avec toute une série d'échanges de pratiques. Club des DRH du secteur public et privé, d'ailleurs, mais au départ, bien évidemment, du secteur privé. Donc, on a bien évidemment beaucoup à apprendre, et dans les deux sens, je crois, pour bien évidemment tisser ces liens, voir ce qui fonctionne, et s'en inspirer. Michel Kéry, à vous le mot de la fin, et peut-être un conseil, tiens, à ces aspirants, puisque vous êtes président des jurys des concours d'entrée de l'ENA, aux aspirants managers publics, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est une responsabilité redoutable qui est aussi un honneur pour moi, parce qu'il s'agit quand même ni plus ni moins de recruter la relève. Je crois beaucoup aussi à notre responsabilité, nous qui sommes plutôt sur des deuxièmes parties de carrière, à assurer ce compagnonnage et à assurer la relève de manière très désintéressée. Donc c'est une question redoutable. Qui faut-il recruter ? Moi, je n'hésite pas une seule seconde. La somme des savoirs est très très peu de choses à côté de la capacité à oser parler des valeurs du service public qui rend tout le monde heureux. On n'a pas parlé de ça. Un des enjeux de performance de la gestion RH, c'est avoir des agents heureux, parce que des agents heureux, ils sont épanouis dans leur travail et ils sont performants. Et donc le bonheur au travail dans la fonction publique, c'est un enjeu. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit aujourd'hui plus heureux dans la fonction publique de l'État que dans la fonction publique territoriale. Et il faut qu'on se pose cette question-là. Donc, le conseil, d'abord les critères de recrutement des futurs managers, c'est des gens qui ont une colonne vertébrale managériale, qui savent parler de sens, qui savent le transmettre, qui savent jouer collectif, et c'est infiniment plus important que la somme des connaissances. Et puis le conseil que je donnerais quand ils finiront leur scolarité, c'est beaucoup d'humilité. Chercher à comprendre les métiers, les compétences, les talents de ces agents. Transformez-vous en chef d'orchestre, jouez collectif, enfin ce qu'a dit très bien Sophie. Et puis, fixez aussi des critères d'évaluation de ce que font vos équipes pour pouvoir dire avec un peu de courage, on n'a pas atteint nos objectifs, on va essayer de comprendre pourquoi, ou bien on les a atteints et les victoires collectives font du bien. Ce sont, si je peux conclure là-dessus, je crois qu'on n'ose pas le dire, le management dans la fonction publique doit aussi être un humanisme. Et quand on en fera un vrai humanisme et un vrai courage à rappeler les valeurs du service public, c'est toute la chaîne de l'agent de catégorie C jusqu'en haut qui en bénéficiera, qui comprendra cette nécessité de performance. Pourquoi ? Parce qu'une des valeurs essentielles du service public, il y a la continuité, il y a l'égalité, mais il y a l'adaptabilité. Oui. Et l'adaptabilité du service public, si on la partage avec les agents, alors ils viendront avec lui. Et donc, quand je dis que le management est un humanisme, ça veut dire qu'il suppose qu'on mouille quand même un peu la chemise, qu'on y croit, et le reste, la mobilité, etc., la DGAFP
effectivement à déverrouiller un nombre assez... Alors, il y a encore des choses à faire, mais de verrous et de freins. Mais il faut qu'on aille tous ensemble avec cette espèce de... Enfin, je trouve que ça demande un petit peu de supplément d'âme. C'est peut-être naïf de le dire comme ça, mais le supplément d'âme, ça a toujours fait avancer les équipes. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé vos réflexions. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine émission Management Public, le mécano de la modernisation de l'action publique. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.